comme je vous disais, le quorum est atteint, donc on va pouvoir passer, tenir notre assemblée, pardon. L'élection du secrétaire de séance. Je vous propose Virginie Poulizac comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes défavorables à cela? Ok, donc merci Virginie de faire le secrétariat de séance. Comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole, et en particulier, parce qu'on a des gros points sur le personnel communal ce soir, c'est M. Marine Trazac, notre DRH, qui pourra compléter les réponses. Vous excuserez Kylian qui va garder ses lunettes de soleil, pas par coquetterie, mais parce qu'il a été opéré des yeux cette semaine, et que la lumière de l'éclairage pourrait altérer le bien fondé de l'opération. Et on va passer à notre ordre du jour. Donc le premier point, c'est l'adoption du PV du 24 novembre 2022. Donc vous l'avez tous reçu dans les documents. Le 7 septembre, pardon. Oui. C'est la délibération du 24 novembre, mais c'est le PV du 7 septembre. Pardon. Donc vous l'avez tous reçu en dématérialisé ou dans les enveloppes pour ceux qui l'ont en papier. Je n'ai pas reçu de remarques ou d'observations avant ce conseil. Y en a-t-il en séance? Ou est-ce qu'on peut le mettre aux voix? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, 3 abstentions. Donc adopté. Merci. On va passer donc à la délibération suivante, la numéro 2. Et c'est, alors il y a 5 délibérations qui vont se suivre là, 4 ou 5, sur le personnel. Et vous verrez pourquoi après, parce qu'on va mettre en place la nouvelle réforme qui s'appelle le RIFSEP, et donc il fallait faire un check un peu complet. Donc il y a 3-4 délibérations, c'est très administratif, mais voilà, il faut les faire. Le rapporteur de la première, c'est Jean-Yves Gaillard. Alors Jean-Yves, tu lis le premier petit tableau, tu lis pas les grands qui derrière, ils seront diffusés. Voilà. Okay. Modification du tableau des effectifs des emplois permanents. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il s'avère indispensable d'ajuster le tableau des effectifs à l'activité du service public, considérant l'avis du comité technique en date du 21 octobre 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les modifications suivantes au tableau des effectifs des emplois permanents. Il y a eu, dans la filière technique, une suppression d'un poste d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de 2e classe et une création d'un poste d'adjoint technique au motif de recrutement. Dans la filière sociale, nous avons 3 postes d'adjoint d'animation principale de 2e classe et en création 3 postes d'agents spécialisés des écoles maternelles principales de 2e classe. C'était pour un changement de filière. Donc vous avez le tableau derrière. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, établit comme suit le tableau des effectifs des emplois permanents de la commune. Dans la filière administrative, alors je vais résumer, il y a 19 effectifs pourvus sur 23 budgétés. Aucun à temps complet. Filière technique, nous avons 22 effectifs pourvus sur 38 budgétés, dont 4 à temps complet. Non, attends, non complet. Ah non complet, pardon. Filière sociale, on a 7 sur 7, avec 5 non complets. Filière animation, 10 pourvus, 26 budgétés, 20 budgétés, pardon, 8 à temps non complets. Et dans la filière police municipale, nous avons 2 effectifs pourvus sur 4 budgétés et aucun à temps complet. Donc ça nous fait un total de 60 pourvus sur 92 non complets. Je vais y arriver. Budgétés. C'est pas évident. D'accord, c'est pas simple. Voilà. Dont 17 non complets. Donne tous les pouvoirs au maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente. Précise que la dépense est inscrite au budget. Merci Jean-Yves. Je n'ai pas oublié. Est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, je propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci.
La numéro 3, c'est Béa qui va nous la lire, c'est la même chose pour les emplois non permanents. Création d'emplois non permanents au titre de l'accroissement temporaire d'activité. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant qu'il s'avère indispensable de renforcer les effectifs à l'activité du service public, considérant l'avis du comité technique en date du 21 octobre 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création d'emplois non permanents au titre de l'accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, à savoir 1. Création d'emplois non permanents à temps complet pour accroissement temporaire d'activité. 3 postes d'adjoints administratifs, 13 postes d'adjoints techniques, 9 postes d'adjoints d'animation. 2. Création d'emplois non permanents à temps non complet pour accroissement temporaire d'activité. 1 poste d'adjoint technique à temps non complet, 32,5 sur 35e sur la base d'un temps de travail annualisé. 1 poste d'adjoint technique à temps non complet, 31,5 sur 35e sur la base d'un temps de travail annualisé. 5 postes d'adjoint d'animation à temps non complet, 25/35e sur la base d'un temps de travail annualisé, donne tous les pouvoirs au maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente. Précise que la dépense sera inscrite au budget. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, la 5e, c'est Franck Demelon, le rapporteur. La 4e, pardon. Création d'emplois occasionnels non permanents. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il y a lieu de créer des emplois occasionnels non permanents afin d'assurer le bon fonctionnement du service public pendant la période scolaire 2022-2023, considérant l'avis du comité technique en date du 21 octobre 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à la création d'emplois occasionnels non permanents pour l'année scolaire du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, comme suit. 6 agents vacataires titulaires du BAFA ou en cours de formation, recrutés pour l'encadrement de la pause méridienne, des accueils périscolaires, matin et soir, des mercredis et des vacances scolaires. 5 agents vacataires titulaires du BAFA ou non, recrutés principalement pour assurer l'encadrement de la pause méridienne, 8h40 hebdomadaires pendant les périodes scolaires. 1 agent vacataire pour assurer l'entretien ménager des bâtiments communaux. Les agents seront rémunérés selon un taux horaire prévu par la réglementation en vigueur en fonction des missions exercées. Il est noté que le nombre d'emplois créés constitue un plafond et que le nombre d'agents recrutés pourra être inférieur à ce plafond. Donne tous les pouvoirs au maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente. Précise que la dépense sera inscrite au budget. Alors, merci Franck. Est-ce qu'il y a des prises de parole aussi sur cette délibération-là? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux. Alors, la suivante, la 5e, c'est un gros morceau. Donc, c'est la mise en place
du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement des professionnels. Et on appelle ça le RIFSEP. Alors, je vais vous faire grâce de la lecture complète de la délibération, parce que tous les attendus qu'il y a par rapport aux lois, c'est un peu rébarbatif. Et on va rentrer dans le vrai vif du sujet qui explique ce qu'est le RIFSEP. Donc, considérant qu'il convient de mettre en place ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, d'expertise et l'engagement professionnel, dit RIFSEP, pour des cadres d'emploi éligibles dans un délai raisonnable suite à la parution des arrêtés pris pour l'application des dispositions du décret numéro 2014-513, conformément au principe de parité prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Donc, considérant que le RIFSEP a pour finalité, premier tiret, de prendre en compte le niveau de responsabilité et le positionnement des agents dans l'organigramme de la collectivité et de reconnaître les spécificités de certains postes, de susciter l'engagement et valoriser l'expérience professionnelle des agents, de favoriser une équité de rémunération entre filières, de donner une lisibilité et davantage de transparence, de renforcer l'attractivité de la collectivité et fidéliser les agents. Considérons que le RIFSEP est composé de deux parts. La première, l'indemnité de fonction et suggestion d'expertise, IFSE, liée au niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, ainsi qu'à la prise en compte de l'expérience professionnelle. Et le complément indemnitaire annuel, CIA, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent. Considérant l'avis du comité technique en date du 21 octobre 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, de l'expertise d'engagement professionnel pour les cadres d'emploi présents au sein de la collectivité et ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel, à savoir les attachés territoriaux, les rédacteurs territoriaux, les adjoints administratifs territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens territoriaux, les agents de maîtrise territoriaux, les adjoints techniques territoriaux, les animateurs territoriaux, les adjoints d'animation territoriaux et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Les agents de la filière police municipale, catégorie A, B et C, ne sont pas concernés par le RIFSEP, ils conserveront leur régime indemnitaire actuel. Décide d'appliquer la mise en place du RIFSEP aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public à temps complet et à temps non complet et à temps partiel. Les agents vacataires payés à un taux horaire, les agents contractuels de droit privé, les agents bénéficiant d'un contrat aidé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. On décide de déterminer l'indemnité de fonction, suggestion d'expertise IFSE selon un nombre limité de groupes et de fonctions déterminés par la catégorie pour chacun des cadres d'emploi, 4 groupes de fonctions pour les cadres d'emploi relevant de la catégorie A, 3 pour les cadres d'emploi relevant de la catégorie B et 2 pour les cadres d'emploi relevant de la catégorie C. Les groupes de fonctions sont hiérarchisés à l'intérieur de chaque catégorie, le premier groupe correspondant au poste le plus lourd ou le plus exigeant. 1. Fonction d'encadrement, de coordination et de pilotage et de conception. 2. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Et 3. Suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Fixe le montant maximum de l'IFSE dans la limite des plafonds déterminés par la réglementation en vigueur et applicable aux fonctionnaires de l'État. Chaque cadre d'emploi est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants des plafonds suivants. Donc, vous les avez là, je vais vous faire grâce parce qu'on a 3 pages. Donc pour chaque grade et dans chaque groupe de fonctions et les emplois correspondants, il y a des plafonds annuels de primes qui ont été déterminés par la règle. C'est pas nous qui les avons fixés, c'est la loi qui les a fixés. Donc décide d'instaurer une clause de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi 84-53 qui indique que les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent décider de maintenir à titre individuel aux fonctionnaires concernés le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures. La collectivité décide du maintien à titre personnel du montant perçu dans le cadre du régime indemnitaire antérieur si celui-ci est plus favorable que le montant de l'IFSE lors de la mise en œuvre du RIFSEP. Définit les modalités de maintien ou de suppression de l'IFSE comme suit. Le bénéfice de l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas d'absence. Congé annuel, RTT, autorisation spéciale d'absence, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé de grave maladie, congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé pour accident de trajet, accident de service ou maladie professionnelle.
L'agent est placé en temps partiel thérapeutique et perçoit la totalité de l'IFSE. L'IFSE sera supprimé en cas d'exclusion temporaire de fonction pendant la durée de l'exclusion ou en cas d'absence injustifiée pendant la durée de l'absence. Définit les modalités de l'examen de l'IFSE comme suit. Le montant de l'indemnité de fonction et de suggestion d'expertise fait l'objet d'un réexamen. 1. En cas de changement de fonction. 2. Au moins tous les 4 ans en l'absence de changement de fonction au vu de l'expérience acquise par l'agent. 3. En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ou d'une nomination suite à la réussite d'un concours. Toutefois, le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas pour autant une revalorisation automatique. On décide d'instaurer un versement mensuel du montant de l'IFSE proratisé en fonction du temps de travail et de convenir que le montant perçu par chaque agent au titre de l'IFSE sera fixé par un arrêté individuel pris par l'autorité territoriale. Détermine un complément indemnitaire annuel, CIA, propre à chaque agent comme suit. Il sera déterminé en fonction de l'engagement professionnel, de la manière de servir, apprécié lors de l'entretien professionnel pour 50% et l'absentéisme pour 50%. 1. La part liée à la manière de servir et au résultat de l'entretien professionnel de l'agent représente 50% du montant du CIA, porte les critères suivants. La capacité d'encadrement, l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, la qualité relationnelle, la contribution à l'activité du service ou à la direction. Part liée à la manière de servir aux agents, résultat de l'entretien professionnel. Donc, dans les appréciations acquis ou maîtrisés, si l'agent a une notation, il y a 20 points, entre égal à 16 ou supérieur à 16, il touche 100% de la prime. L'appréciation acquis ou maîtrisée, si on est entre 14 sur 20 et 16 sur 20, c'est 50% de la part. Et entre 13 et 20, en dessous de 13, c'est 0% de la part. La part liée à l'absentéisme, entre 0 et 7 jours d'absence, c'est 100% de la part. Au-delà de 8 jours et jusqu'à 14 jours, c'est 50% de la part. Au-delà de 14 jours, c'est 0% de la part. Sauf pour les agents en contrat longue maladie, enfin CLD, CLM et MP, qui eux conserveront un montant résiduel de 50 € forfaitaire. Le montant individuel du CIA est la somme du montant des deux parts précitées. Il est compris entre 0 et 100% du montant du plafond du groupe C2 déterminé par les textes, à savoir un plafond de 1 200 € annuel pour l'ensemble des groupes de fonction. Le montant individuel est proratisé en fonction du temps de travail, et le montant individuel du CIA n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre, puisqu'il dépend de l'entretien professionnel et des attentes. Détermine que le complément indemnitaire annuel de CIA fera l'objet d'un versement en une seule fois au 1er novembre ou au 1er décembre de l'année N+1 au titre de l'année N. Précise que l'indemnité de fonction de suggestion d'expertise de complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'IFSE est cumulable avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre de fonctions exercées, exemple frais de déplacement, les dispositifs composant les pertes de pouvoir d'achat, exemple le GIPA, les IHTS, indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les indemnités horaires pour travail normal de nuit, les indemnités horaires pour travail du dimanche et jours fériés, et les astreintes. Abroge les délibérations antérieures ou parties de délibérations relatives aux primes et indemnités du cadre d'emploi mentionné à l'article 1 de la présente délibération. Décide d'imputer les dépenses correspondantes au chapitre 12 du budget. Donne tout pouvoir à M. le maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application des présentes. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce que vous voulez qu'on passe à des explications? Si vous avez des questions, ou qu'on passe à une explication générale par le DRH avec des mots plus simples que dans les textes. Alors, M. Valentin d'après-midi, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc le RIF7, évidemment, c'est le régime indemnitaire qui supprime la batterie des indemnités qui étaient auparavant disponibles au sein de la fonction publique territoriale. Et c'est des régimes indemnitaires qui sont assez désuets actuellement. Il a fallu réactualiser à partir des nouveaux textes. Donc, l'idée de l'IFSE et de l'ICA, c'est de pouvoir aussi donner une certaine attractivité à la collectivité en termes de rémunération et pouvoir valoriser les agents dans leur fonction, leur activité.
Donc, c'est, comment dirais-je, un dispositif qui peut paraître très technique, mais qui a été travaillé également avec les représentants du personnel, avec 2 groupes de travail, et voilà, un projet qui a été présenté en comité technique, et qui a donné, comment dirais-je, l'unanimité sur le projet, la mise en œuvre de ce projet. La mise en œuvre, c'est une mise en œuvre qui va prendre un peu de temps, puisqu'il faut lui donner technique, de logiciels et de compétences pour pouvoir mettre en œuvre ce RIFSEL. Disons qu'on est assez bien parti pour le mettre en œuvre d'ici le 1er janvier 2023 et pouvoir être attractif au niveau de la politique de rémunération. Voilà, je pense que tout a été dit. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je reste quand même disponible. Alors, il y a des questions sur ce sujet qui est important pour nos agents, parce qu'on avait beaucoup de carrières et qui étaient un peu bloquées par les anciens systèmes de rémunération, qui effectivement n'avaient pas la collectivité super attractive sur certains postes, avec des bas salaires, et ça tombe bien compte tenu de la situation. Pas de questions? À l'intervention, les prises de parole. Alors, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc la délibération de mise en place du RIFSEL est adoptée. Merci pour nos agents. La délibération numéro 6, et c'est Virginie Pouliac. Tarification des droits de classe pour les exposants du marché de Noël. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a lieu de fixer les tarifs des droits de place du marché de Noël. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs des stands et des chalets à l'occasion du marché de Noël, organisé par la ville en partenariat avec l'association Les Amis du Foin au Grenier, comme suit. Chalet individuel 40 €, stand intérieur 5 € le mètre linéaire. Précise que cette recette sera imputée au chapitre 73, article 73-36. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Oui, excusez-moi, mais j'avais des questions concernant le marché de Noël. C'est le téléphone à côté qui va pas. Alors, ma première question, c'est où sera le marché de Noël? Combien y aura-t-il de chalets? Combien il y a de chalets prévus? Et la dernière question, c'est pourquoi est-ce que c'est les Amis du Foin au Grenier qui s'occupent de l'organisation du marché de Noël cette année? Alors, Virginie va vous répondre. Donc le marché de Noël se passera au domaine des Pommiers. On aura 10 chalets. Entre 10 et 12. Entre 10 et 12 chalets. Et c'est les Amis du Foin au Grenier en partenariat avec la mairie, puisque Saint-Pat en fait nous a annoncé qu'il ne s'occuperait pas du marché de Noël cette année. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Juste, alors, allez, comment est-ce qu'ils justifient le fait qu'ils ne veulent pas s'occuper du marché de Noël? Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur a proposé. Et nous, on ne voulait pas que le marché de Noël se passe au complexe Pluvinage. On voulait que ça se passe dans le cadre des Brûliers parce qu'on trouve ça plus joli et sympathique d'avoir des marchés en extérieur. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des exposants en extérieur. Et étant donné les budgets qui ont été grevés à cause du Covid, la commune n'a plus les moyens de louer un chapiteau qui coûtait plus de 20 000 €. Voilà, après c'est leur choix, ça se respecte. Hein. Je ne pense pas qu'on ait de jugement à porter là-dessus. Ils l'ont fait pendant des années, on les remercie. C'était très bien organisé et ça plaisait à la population. Après, il arrive un moment où les gens choisissent de ne plus faire. Encore une fois, c'est leur choix et on se doit de le respecter. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, un vote défavorable. Des abstentions? Une, deux abstentions. Donc, adopté. Merci. Alors, la délibération numéro 7, et c'est Annie. Fixation de la participation financière à la sortie organisée à Sacy-le-Grand pour les seniors. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la sortie sur le thème Errance entre nature et mort, organisée en direction des seniors le 28 octobre dernier à Sacy-le-Grand,
considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation financière. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation financière pour le banquet comme suit. Personnes âgées de 65 ans et plus, 61,80 €. Personnes âgées de moins de 65 ans, 70 €. Précise que cette recette sera imputée au chapitre 75, article numéro 750. Alors, il y a une petite coquille. C'est pas pour le banquet, c'est pour la sortie. Ah, je me suis trompée. Non, tu as lu ce qui était marqué, en fait, c'est une petite coquille sur la délibération. D'accord. Donc, on modifie le banquet par la sortie. Pour la sortie. Ça ne change pas grand-chose, mais... Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Allez-y. Oui, quand même, on vote, aujourd'hui on est le 24 novembre, on vote pour une sortie qui a eu lieu le 28 octobre, c'est-à-dire il y a quasiment un mois. Donc le conseil municipal, moi-même je fais partie du conseil municipal, on aurait dû la voter bien avant la sortie, ça aurait été quand même un peu plus judicieux, un peu plus respectueux de cette instance. Et puis j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui explique que pour les plus de 65 ans c'est 61,80 € et 70 € pour les moins de 65 ans, quelle est la part de la participation de la commune, etc. etc. Alors, effectivement, c'est une délibération de régularisation, donc on s'excuse, oui, elle aurait dû être passée avant. Maintenant, mieux vaut tard que jamais, ça peut arriver. La simple différence de tarif, elle est que c'est organisé par les anciens et que normalement, c'était pas ouvert au moins de 65 ans, pardon, et que comme il restait quelques places et qu'on avait des demandes, il a été trouvé judicieux de pouvoir leur offrir de partir. C'était dommage de partir avec deux places, je crois, Alice, c'est ça, deux personnes, de partir avec des sièges vides alors qu'on avait des gens qui voulaient venir, et on trouvait ça normal que, comme l'ayant droit sur la commune pour les colis, pour toutes les choses qui sont liées au bellage, je vais dire, voilà, démarre à 65 ans, de faire une différence de tarif simplement entre les deux. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication que celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, deuxième, et c'est huitième. Merci, Monsieur le maire. Signature d'une convention de partenariat entre le collège Jean Desbarres de Ouassery, animation de la pause méridienne, jeu de société. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouassery pour l'organisation de l'animation sur le centre de pause méridienne pour les jeux de société, les mardis de 11h50 à 14h, considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire, considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes patusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction, considérant que la prise en compte de l'animation de ce temps répond aux besoins d'occuper les jeunes et de créer des liens avec eux en abondant autour d'activités ludiques, des sujets sur leur avenir scolaire, professionnel ou tout autre sujet personnel. Vu l'exposé des rapporteurs, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Ouassery pour l'année scolaire 2022-2023. Merci Tidiane. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Aucun sujet récurrent, on a tous les ans. Oui, allez-y. Juste une question. Lors d'un précédent conseil, je vous avais demandé les bilans et comptes rendus des précédentes interventions des années précédentes. Et Tidiane. C'est exact. Voilà. On m'a demandé à Thierry. Vas-y, ouais. Je laisse répondre. Oui, la demande a été faite auprès de Thierry Gouet, je vais le relancer. Et je vous promets que cette fois-ci, vous aurez ce bilan. Merci. Alors, d'autres prises de parole?
là-dessus, sur ce sujet? On en reparlera tout à l'heure dans les informations du collège, qu'il y a des choses intéressantes qui vont se faire. Donc j'en profite pour le dire, comme ça touche au collège, on en reparlera tout à l'heure. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, la délibération numéro 9, et c'est Virginie encore, convention de prêt avec la patinoire, la ville de Courtry. Convention de prêt de la patinoire avec la ville de Courtry. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de prêt de la patinoire synthétique et tout le matériel nécessaire effectué par la ville de Courtry pour la période du 18 février au 5 mars 2023. Vu la convention de prêt de la patinoire et de son matériel, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de prêt de la patinoire pour un montant de 3 000 €. Autorise monsieur le maire à signer la convention avec la ville de Courtry. Alors c'est un classique aussi, hein. Ça fait 3 ans c'est la 3e année qu'on le renoue à leur demande. Très bien, ça nous permet de l'amortir un peu plus vite. C'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette convention? Ou est-ce qu'on peut la mettre aux voix? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération numéro 10, Lisa. Achat d'un tableau lors du salon d'automne organisé par l'atelier de Saint-Pathu. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'exposition de peinture organisée du 18 au 23 octobre dernier par l'association L'Atelier de Saint-Pathu au Centre culturel des Brumis, considérant la volonté de la collectivité de faire l'acquisition d'un tableau réalisé par Madame Paredes Maria, peintre membre de l'Atelier de Saint-Pathu, représentant un gorille coloré. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'acquérir ce tableau pour un montant de 450 €, précise que les crédits sont prévus au budget 2022. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir cette exposition. Donc l'exposition, déjà, on a vu qu'il y a une vraie progression des artistes qui sont présents à l'atelier, donc c'est très agréable à regarder. Et en plus, cette année, il y avait aussi la présentation d'œuvres réalisées par des enfants. Et on a décidé aussi d'exposer donc voilà, à l'accueil une œuvre réalisée par un enfant, parce que je trouve que c'est une très bonne initiative de mettre en avant aussi la progression des enfants sur cet atelier. Donc voilà, je voulais leur dire aussi bravo, et bravo à leur professeur qui accompagne les enfants et qui fait vraiment un beau travail sur ce point. On va savoir que l'achat de tableau, c'est chaque année, hein, on achète toujours, c'est le prix de la municipalité en fait. On achète toujours un tableau. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté, merci pour eux. On va passer à la délibération numéro 10, 11, pardon, et c'est la prescription de la modification du PLU. Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants, vu le décret du 23 septembre 2015 recodifiant la partie législative du code de l'urbanisme, vu le décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie réglementaire du livre 1 du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu des PLU, notamment sur les orientations d'aménagement programmées et le règlement entré en vigueur au 1er janvier 2016. Vu la loi ENE, Engagement national pour l'environnement, et l'intégration des dispositions de la loi Grenelle 2, vu la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi Allure, et ses traductions en planification, vu le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pathu approuvé le 16 septembre 2021, Monsieur le maire présente les objectifs poursuivis dans le cadre de la modification. Petit 1, modifier les orientations d'aménagement et de programmation afin de le rendre compatible avec la délimitation prévue au plan de zonage. Numéro 2, modifier le plan de zonage et le règlement pour améliorer leur lecture. Point numéro 3, modifier le plan des servitudes d'utilité publique pour faire apparaître uniquement celles qui s'appliquent sur le territoire communal de Saint-Pathu. Le point 4, prendre en considération les corrections demandées reçues par courrier en date du 25 novembre 2021 de la préfecture. Vu
Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, à point d'avoir délibéré, valide les justifications de la modification de droit commun, prescrit la modification du PLU, donne autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations et de services concernant la modification du plan local d'urbanisme. Définit les modalités de la concertation pour la modification du PLU comme suit. Mise à disposition d'un dossier consultable en mairie pour recueillir les observations des habitants, tenue à disposition du public d'informations portant sur les travaux de modification du plan local d'urbanisme et tenue d'une enquête publique. Dit que conformément à l'article R 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'1 mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Merci Thierry. Donc on refait l'historique, c'est pour les modifications qui nous avaient été demandées. Alors, la plupart du temps, ce sont des erreurs matérielles, c'est des chiffres qui manquaient, le document de PLU, c'est un gros pavé, donc malgré l'ensemble des relectures, il y a toujours des petites coquilles. Donc c'était pour modifier ces coquilles-là, puisque la préfecture a validé le PLU il y a bien longtemps, mais nous avait demandé de faire des corrections, et ces corrections sont liées à des délais. Les délais étaient très contraints, parce que ça datait du 21 novembre, ça devait être fait avant la mi-janvier l'année dernière. On l'avait fait un petit peu plus tard en accord avec eux, et après, comme c'était trop tard, ils nous avaient demandé de retirer la délibération et d'en reprendre une pour la repasser. Voilà, c'est des choses purement administratives sur les demandes du préfet, voilà, mais qui ne sont pas à entacher la véracité du PLU qui a été entériné et qui est opposable depuis plusieurs mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération? Oui, oui, moi j'étais très embêtée quand j'ai vu cette délibération parce que à la fois j'ai voté contre le PLU en septembre 2021, que à la fois j'attaque le PLU de septembre 2021, que je suis plutôt contente malgré tout que les observations du préfet soient ajoutées dans ce PLU, mais par ailleurs il y a un manque criant de confiance et de transparence dans ce qui se passe au sein de la ville, notamment parce qu'on a appris à chaque fois un peu tombé du chapeau des projets qui ne nous avaient pas été présentés par ailleurs, et que tous ces nouveaux projets qu'on voit qui sont en train de se monter, notamment rue du Capitaine Leridan, me fait penser que votre objectif c'est toujours de densifier, de construire davantage et davantage et davantage. Dans ce contexte-là, ce manque criant de confiance, de transparence, etc., et bien de nouveau, je voterai contre cette délibération. Ok, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je ne vais pas y répondre là, on va passer au vote, puisque je vais présenter les choses sur la délibération suivante et que ça répondra à un certain nombre de vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc, 5, merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, avant que tu passes à la délibération, Thierry, je vais on explique pourquoi avant, c'est quand même nettement plus simple, on l'a toujours fait, donc on n'a pas de souci là-dessus. Voilà, on va vous afficher ce plan-là que vous pouvez voir. Alors, je vais parler, j'ai mis en main les couleurs, comme ça c'est plus facile. C'est la rue du centre avec tout à droite la place de la mairie et en bleu ciel, là où il y a marqué commerce, la première phase de la réhabilitation du centre-ville qui avait été entamée. C'est les bâtiments qui sont en bleu ciel. La deuxième phase qui démarre aujourd'hui sera le bâtiment vert qui est juste à côté, les bâtiments rouges qui sont à l'angle de la rue, et vous voyez d'ailleurs, ça va être l'objet de la délibération suivante, que pour des raisons de praticité, en particulier pour les autobus, on va rattraper l'axe de la rue derrière de façon à éviter ce S, et que c'est pour ça que le parking va être déplacé en fait, il ne disparaît pas, il va simplement être déplacé, et le programme bleu qui est au fond. Ça c'est la phase suivante, il restera bien plus tard la phase avec les bâtiments jaunes ou verts, je ne sais pas si vous... Voilà. Et ceux qui sont tout à gauche, les rouges qui sont de l'autre côté de la première partie qui était existante. Donc, ce que l'on peut dire sur cette phase-là, c'est qu'elle correspond
aux études qui avaient été faites entre 2008 et 2014. On avait pris un cabinet qui s'appelait la FPRP, un établissement semi-public, et qui permettait, à qui on avait posé la question sur l'ensemble de la commune, de l'analyse de ce qui pouvait être fait et de ce qui ne pouvait pas être fait, de façon à le maîtriser. Parce que depuis bien avant 2008, la commune a des obligations préfectorales, qui d'ailleurs, que ce soit un manque de confiance vis-à-vis du maire actuel ou pas, n'aurait rien changé, puisque ce sont des obligations. La commune avait largement, au-delà des 5000 habitants, parce qu'on était en 2008, quand on a été élu, 5300 habitants déjà à cette époque-là, et que donc il rentrait dans le cadre des obligations qui sont les siennes de répondre à la demande de logement social. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le problème, c'est la loi, c'est tout, c'est comme ça. Donc tout le monde s'y plie. L'intelligence, c'est plutôt que d'être en conflit avec le préfet et qu'un jour il préempte les terrains et qu'il en fasse 600 ou 800 d'un coup, c'était d'aller négocier avec lui et lui dire écoutez voilà, mais nous on est quand même un petit village, on a besoin tranquillement de pouvoir les absorber à notre vitesse pour que les équipements publics puissent suivre, etc. etc. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis le début, donc avant notre première réélection en 2014, les choses avaient été présentées à la fois en réunion publique, à la fois à la population, que les communications avaient été faites dessus, que les programmes électoraux n'ont jamais caché l'ensemble du développement qui est celui que vous avez aujourd'hui, qui est dans sa deuxième phase, enfin, première partie, deuxième phase, avec une deuxième partie, et il y aura une troisième phase derrière. D'ailleurs, vous avez, Nathalie, tu as communiqué avec sur la dernière campagne avec le nombre total de logements. Donc tu ne peux pas dire que c'est une surprise aujourd'hui. Le PLU était en révision pour intégrer ces choses-là depuis 4 ans. Il y a eu toutes les réunions publiques, il y a eu les enquêtes publiques, il y a eu les affichages, tout ce qui est légal, puisqu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Voilà, donc les choses ont été faites à la fois dans l'ordre des choses, elles ont été validées par une majorité. Donc voilà, ce sont la suite normale et prévue du développement. Il n'y a absolument aucune surprise. Simplement, on la maîtrise dans le temps, puisqu'on ne veut justement pas avoir de soucis. En particulier sur les écoles, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc la délibération suivante que vous allez avoir, elle n'est pas à valider ces projets-là, hein. Elle est juste pour désaffecter le parking public. Alors je sais que ça va être un petit peu gênant pendant quelques mois parce qu'on ne va plus pouvoir utiliser ce parking-là, en attendant que l'autre soit reconstruit. Donc on va essayer de faire ces travaux-là le plus rapidement possible avec le promoteur quand il aura obtenu son permis de construire, de façon à ce qu'on puisse retrouver la même quantité de place et de parking, mais simplement devant le château, en fait, au lieu d'être de ce côté-là. Voilà les explications, et Thierry, tu peux la délivrer s'il te plaît. Merci, monsieur le maire. Désaffectation et déclassement d'un terrain composé d'un parking public et d'un espace vert situé à rue du Capitaine Le Ridon. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L 2141-1 qui précise qu'un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L1 qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Considérant que le terrain communal dénommé Lobé, contenance 1833 m², composé des parcelles ZD81, ZD75, ZD92 et ZD93 parties, 6 rue du Capitaine Le Ridon, était à l'usage de parking et d'espaces verts publics. Considérant que ce bien n'est plus affecté à l'usage direct du public dans la mesure où les accès à ce terrain ont été condamnés le 23 novembre 2022, considérant qu'il résulte de cette situation une désaffectation de biens de fait de ce bien, le conseil municipal, à point d'avoir délibéré, constate la désaffectation du bien suspensionné 6 rue du Capitaine Le Ridon, décide du déclassement du bien suspensionné 6 rue du Capitaine Le Ridon du domaine public communal et son intégration dans le domaine privé communal. Autorise monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette opération.
Merci Thierry. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole sur la délibération? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, allez-y. Alors, juste une pour aller vraiment dans votre sens, où effectivement, s'il y a bien quelque chose qui est vrai, c'est que vous avez trompé personne. C'est vrai que vous l'aviez annoncé, c'est vrai que ça a même fait l'objet de luttes et de débats entre nous. Néanmoins, on est obligé de constater qu'il y a une grande partie on va dire grande, pour prendre une position, il y a une partie de la population qui, malgré tout ça, ne s'était peut-être pas rendu compte, n'avait peut-être pas compris que ça allait impliquer beaucoup de construction. Et manifestement, une partie de la population s'en plaint. J'ai une petite explication, là j'ai une idée, une explication, c'est ce genre de document. Parce que ce genre de document, ce genre de présentation, très bien lu Thierry, très concrètement, pour 99% des gens qui nous écoutent, et 100% des gens qui ne nous écoutent pas, ça ne veut rien dire. Donc, si on pouvait essayer de continuer ce que vous avez fait, d'être le plus clair possible, en tout cas dans vos objectifs annoncés, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place des espaces verts qui vont être repris? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le plus simple possible pour que les gens qui n'ont aucune notion technique et connaissance de toutes ces choses-là. C'est très simple. Allez-y. Allez-y parce que, donc, en fait, quand quelque chose est dans le domaine public, communal, c'est un bien qui est inaliénable, c'est-à-dire qu'il n'est pas cessible par la collectivité. Pour qu'il soit cessible ou échangeable ou transformable en autre chose, il doit passer dans ce qu'on appelle le domaine privé. Il doit donc être désaffecté, donc retiré de son utilité publique, pour qu'il ne soit plus utilisé pour le public, par le public. Voilà. Et donc il devient dans le domaine privé. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un champ, ça peut être un espace vert, ça peut être un parking, enfin voilà. Il doit être retiré du domaine public. C'est clair possible. Ça c'est très clair. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la configuration qu'on vous a montrée dans le dessin, en fait, le bâtiment, enfin, les bâtiments, alors c'était que des effets de masse, hein, ne vous focalisez pas sur le dessin de ces bâtiments-là, c'est des ordres de grandeur sur les bâtiments. Il n'y a pas encore de visuel précis là-dessus. Donc, vous avez sur cette désaffectation, pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de céder ces terrains-là aux promoteurs pour en récupérer d'autres de l'autre côté. Puisqu'en fait, on change le parking d'endroit, tout simplement, et qu'au lieu d'être sur cette partie-là, il sera sur cette partie-là, de façon, l'objectif principal au départ, on a décidé de faire comme ça, puisque l'idée, c'est d'essayer de simplifier cette espèce de micmac qui est fait autour de la mairie, où je vous rappelle, pour les gens qui habitent là depuis très longtemps l'ont connu, la rue passait devant, avant d'avoir fait la place, là. Donc c'était assez facile pour les bus. Là, aujourd'hui, c'est une calamité, c'est un vrai problème, où on est sans arrêt obligé de reculer, ou pour tourner. Je ne sais pas s'il y a des conducteurs de bus parmi le public, mais c'est un peu une vraie galère. Donc, de ce côté-là, on peut faire quelque chose qui est de redresser la départementale. D'ailleurs, on a les autorisations du département, hein, on a eu la discussion avec eux, parce que à cet endroit-là, c'est une départementale. Donc, on est obligé de les consulter. Et c'est effectivement un projet qui a été validé. Donc, comme il passait au milieu du parking, il fallait réaménager tout cet emplacement-là. Donc voilà, en mot simple, c'est on désaffecte pour pouvoir vendre et pour pouvoir acheter de l'autre côté. Voilà. C'est des sessions-acquisitions dans le but d'organiser l'espace au mieux. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment clair ou pas? Ça me semble très clair. Pour la partie du but, ça me semble très clair. Et voilà. Ok, donc je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, ensuite, alors, on a épuisé l'heure du jour. Je vais avoir les décisions du maire à vous donner. Donc, s'il vous plaît, merci. La décision numéro 22, la D22-007 du 5 mai 2022, portant signature d'un avenant numéro 4 au marché d'assurance pour les véhicules à moteur pour un montant de 35,17 €. Alors, c'est pas pour une nouvelle voiture, c'est pour une tondeuse autoportée.
J'anticipe les questions. La décision numéro 8 du 8/07/2022 portant mise à jour de la régie de recettes diverses, ouverture d'un compte de dépôt de fonds au trésor public. La 09 du même jour portant clôture de la régie de recettes du droit de place des forains, intégration dans la régie de recettes diverses, parce que c'est la régie qui fonctionne que 2 fois par an, donc pas suffisamment pour la trésorerie. Elle nous a demandé de l'intégrer dans une autre régie qui, elle, fonctionne tout à l'heure. Une décision 10 du 38/2022 portant acceptation d'une indemnité d'assurance suite au bris d'une vitre à la salle des greniers le 23 octobre 2021 pour un montant de 141,60. Et une décision numéro 11 du 4/10/2022 portant une modification de la régie de recettes diverses. Ajout, c'est l'ajout des droits de place pour le marché de l'eau. Ça, c'était les décisions qui ont été prises. Alors, un certain nombre d'informations, avant qu'on passe aux questions, un certain nombre d'informations à vous donner. Alors, je vous disais tout à l'heure, on avait parlé du collège. Sur le collège, avec le GIP, le groupement d'intérêt public qu'on a monté avec les intercos qui sont autour de nous, c'est-à-dire Pays d'Ourcq et Roissy Pays de France, et la nôtre, c'est CPMF, on essaye de travailler à un aménagement du territoire et une cohérence dans les actions. J'ai été chargé par le président de ce GIP, qui est Jean-François Copé, d'essayer de trouver un moyen pour pouvoir permettre à nos élèves, lors des stages de 3e, de découvrir un certain nombre de métiers qu'ils ne connaissent pas du tout. Le problème des stages de 3e, c'est que soit ça se finit en mairie, soit ça se finit au travail de papa-maman, et ça n'a pas forcément la bonne vocation qui est de faire découvrir un certain nombre de métiers ou qui sont en rapport avec les passions des uns et des autres. Et on a, depuis le Covid, un énorme problème de recrutement sur la plateforme aéroportuaire, parce que très souvent, aussi bien chez ADP, chez FedEx, chez Air France, ça se passait un petit peu de père en fils, de mère en fille, etc. La cooptation, et comme les effectifs ont beaucoup baissé, ils ont énormément de mal à recruter. Pour info, cet été, il y a plus de 1400 postes directement liés au travail sur les pistes qui n'étaient pas pourvus. Je ne sais pas si certains ont pris l'avion en été, mais il y a eu un peu de galère de bagages, de choses comme ça. Voilà. Donc il y a tout un tas de métiers qui sont à découvrir. Donc on a réussi un partenariat avec ADP, qui est celui-ci. Il y aura 20 élèves du collège de Jean Desbarres de Ouassery sur la dernière semaine de décembre, avant les vacances, donc du 12 au 16 décembre, et la même chose, 20 du 13 au 17 décembre, qui vont aller une semaine encadrés par ADP, avec vraiment des découvertes sympathiques, avec une typologie sur simulateur, avec des découvertes des métiers de piste. Enfin voilà, c'est vraiment avec la Cité des métiers, le groupe ADP, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, et ça va surtout permettre à nos jeunes de découvrir ces métiers. Pourquoi c'était difficile? Parce que en allant en transport sur la plateforme, vous savez qu'en dehors de Filéo, c'est un petit peu compliqué. Et donc je voudrais saluer et remercier ADP ce soir qui prend en charge le transport de nos élèves. Ils viendront les chercher au collège tous les jours en autocar et les ramèneront tous les soirs, ça pendant toute la semaine. Donc c'est à saluer, merci beaucoup pour eux. On a mis en place avec les écoles, puisque on s'était donné quelques moyens budgétaires supplémentaires l'année dernière, de mettre en place un vrai partenariat sur les appels à projets. Vous savez que c'était toujours problématique chaque année, le subventionnement en particulier des sorties ou des voyages, entre autres les voyages à la neige, ou là cette année il y a un projet cirque. Enfin voilà, il y avait systématiquement toujours des choses qui arrivaient un peu de façon disparate avant la création du budget ou après la création du budget. Enfin c'était vraiment excessivement compliqué de les intégrer. Donc on a Thierry Gouet et les directeurs et les instituts qui ont énormément travaillé avec Tidiane, et on a donc le 1er décembre la première commission où on pourra affecter des subventions qui sont en très nette hausse par rapport aux autres années sur les appels à projets qui seront validés par cette commission, dans laquelle il y a les directeurs, les associations de parents d'élèves, etc. Vous parliez du label commune d'honneur, puisque depuis quelques temps on avait été sollicité pour le don du sang, et en fait on rentre dans les clauses. On a travaillé pour avoir le label donc ville d'honneur, et donc on finalise le dossier qui partira, et pour qu'on soit labellisé sur 2023 comme ville donneuse.
Un petit rappel, parce que c'est une association qui mérite, c'est une manifestation par contre, pardon, qui mérite d'être mise en avant. Le samedi 3 décembre, de 10h à 20h au complexe sportif René Pluvinage, on a une vingtaine d'associations pathusiennes qui tentent, et j'espère que ça va fonctionner, de faire renaître de ces centres le Téléthon. Il y a quelques années, il y avait des associations qui l'organisaient. Et puis voilà, alors, il faut toujours des bénévoles et des gens qui s'investissent. Donc, peut-être problème de temps ou choses comme ça. Donc évidemment, on est partenaires et on les aide là-dessus, mais c'est vraiment une manifestation organisée par les associations. On appuie sur les bâtiments et sur le matériel. Voilà, l'initiative, c'est l'association d'escrime. D'ailleurs, je voudrais saluer Dimitri, son maître d'armes, qui a été d'ailleurs lâchement agressé hier soir au stade, et on ne va pas en rester là. Oui. Il a subi une agression par un papa du foot, et quand on saura qui c'est, d'ailleurs il y a une plainte chez le gendarme qui a été déposée, et nous on se portera partie civile. Oui, non, c'est tout ça pour des futilités, donc on va s'occuper de ce monsieur, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'inaugurerai avec notre président d'intercommunalité, Jean-Louis Durand, le conseiller régional, l'ouverture à 10h, et puis à 20h, il y aura, ils calculeront et ils donneront le chiffre le soir même de ce qu'ils auront collecté dans la journée, qui sera reversé au Téléthon. Une information bien moins rigolote, qui est notre diagnostic de l'Église. Alors, je ne vous cache pas que c'est une catastrophe. Notre Église peut s'écrouler à tout moment. Le diagnostic qui a été fait par un architecte des bâtiments de France, avec des cabinets spécialisés en structure, est très mauvais. Il y a un réel risque d'effondrement, donc c'est pour ça qu'elle ne sera pas ouverte. La première tranche de travaux pour éviter qu'elle s'écroule se situe aux alentours de 3 millions et demi d'euros. Et en tout, on en aurait pour entre 5 millions et demi et 6 millions. Donc, autant vous dire que ça va être excessivement compliqué. J'ai donc sollicité auprès de notre sous-préfet une réunion d'urgence avec la BRAC, la région, etc., de façon à essayer de trouver une solution et surtout d'avoir des financements. Parce que si on n'atteint pas, on va être très clair, peut-être étalé dans le temps, mais si on n'atteint pas 80% de subvention, c'est-à-dire le taux maximum que l'on peut obtenir, je vois difficilement comment on va pouvoir financer les travaux de l'église. De toute façon, pour être très clair là-dessus, puisque c'est excessivement technique, et même si j'ai compris les choses, je ne suis pas capable de vous les restituer de façon vraiment excessivement technique, j'ai prévu que l'on fasse au centre culturel courant janvier une réunion publique avec l'architecte, avec les différents cabinets, etc., de façon à vous montrer l'ensemble des diagnostics et l'ensemble des dégâts qui ont été faits sur cette église. Dégâts qui ont été faits dans les années 80. C'est-à-dire qu'en 87, on a trouvé intelligent de refaire des enduits intérieurs, extérieurs à base de ciment. Pour un bâtiment qui est censé respirer et qui est posé sur un sol argileux avec de l'eau, l'étouffer a simplement fait que par capillarité, toute l'eau est remontée dans les murs, et que quand on va piocher les enduits là, la structure s'effondre derrière. Elle ne tient que par les enduits. C'est pour vous dire l'état de la chose, c'est vraiment catastrophique. Voilà, désolé, mais je préfère être clair et précis sur ces sujets parce que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je vais refaire l'information sur l'éclairage public, puisque on avait fait une petite vidéo pour expliquer, pour essayer de réagir assez rapidement. Le choix que nous avons fait est de ne pas éteindre en totalité l'éclairage public pour des raisons de sécurité et pour des raisons aussi de responsabilité, puisque le maire étant responsable de tout, il est même responsable des accidents que les gens pourraient avoir sur la voirie si la voirie n'était pas correctement éclairée. Voilà. Donc, l'association des maires de France, avec l'État, nous a bien aidé là-dessus pour qu'on puisse prendre les arrêtés qui conviennent bien, de façon à être dans les termes de la loi et dans les termes évidemment de l'assurance pour les gens. Ça, c'est une chose absolument
absolument importante. Alors, on avait déjà fait beaucoup d'investissements sur notre éclairage public ces dernières années, parce qu'on avait investi, si je ne dis 600 000 euros, ouais. Et qu'on était déjà en réduction de puissance entre 1h et 5h du matin. C'est quelque chose que vous ne voyez pas à l'œil nu, parce que l'éclairement est difficilement perceptible entre du 150 watts et du 75 watts, mais alors il faut être juste à côté au moment où ça bouge, parce que c'est très léger. Par contre, ça consommait déjà moitié moins. Donc le fait d'éteindre complètement, je pense que c'est aussi très nocif par rapport à la sécurité. C'est un peu la porte ouverte au cambriolage et ce genre de choses. Donc le choix a été fait de faire un lampadaire sur 2 et de garder la totalité aux intersections et devant évidemment les écoles. Alors on compte aussi sur vous pour faire remonter tout dysfonctionnement éventuel, même si vous ne vous souvenez plus si le lampadaire est allumé ou pas. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous le dire et à nous appeler, comme ça on vérifie si c'était un lampadaire qui est effectivement en panne ou pas. Une bonne nouvelle, vous vous souvenez que pendant le Covid, malheureusement, notre association de musique avait fondu les plombs, et donc on a un conservatoire de musique intercommunal qui vient s'installer chez nous. C'est le conservatoire de Bernard Ménil, voilà, qui gravite sur Montion et toutes les communes environnantes, et qui va venir s'installer chez nous dès le mois de janvier. Il sera d'ailleurs présent au marché de Noël pour faire un petit concert de jazz en extérieur. On est en train de préparer une convention qu'on présentera au Conseil sur le prêt de matériel, et le matériel qu'on avait racheté à l'association de musique pour lui permettre d'éponger ses dettes et de nous avoir du matériel pour pouvoir aider à la relance d'une association. Donc ça tombe bien, c'est du matériel qu'ils vont utiliser. Donc on fera une convention pour le prêt de matériel et le prêt des locaux aussi. Et il y aura évidemment des concerts qui seront faits dans la salle de spectacle pour la commune, pour compenser tout ça. Oui, Lisa. En prévision un concert, donc encore en cours de préparation, en tout cas. Et voilà, c'est au mois de janvier et normalement le 13 janvier, donc le vendredi 13. Okay. Alors, on a fini les informations, donc on va passer aux questions des groupes Alliance. Alors, je ne sais pas si la première, vous voulez la reposer, mais je ne vais pas répondre plus que ce que on vient déjà d'y répondre. Hein. C'était votre interrogation sur les programmes immobiliers. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être pas forcément utile, je ne sais pas, c'est vous qui jugez. Si, je veux reposer ma question, d'autant plus que on ne peut pas statuer sur quelque chose que vous avez projeté à plein de mètres de nous, on n'a pas les documents, on n'a pas les études d'impact. Donc je reprends ma question, et en espérant que vous allez donner et communiquer là-dessus, en donnant, pas simplement à moi, mais aussi aux habitants et aux voisins qui sont impactés par ce projet-là. Donc nous avons appris l'existence d'un projet de construction rue du Capitaine Meridan, près du monument aux morts, sans que les habitants n'aient été consultés et avertis par ailleurs. Quel est ce projet? Plan, étude d'impact sur la nature et les sols, type d'architecture, nombre de logements, nombre d'étages, superficie, place de parking. On veut un détail, on veut un plan, on veut des études d'impact, on veut savoir l'impact qu'il y aura sur la forêt, etc. etc. Alors, sur ce côté technique, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, et vous le savez pertinemment. Votre question est purement politique et purement polémique. Je ne peux pas communiquer, on se tait s'il vous plaît, dans le public, vous n'êtes pas autorisé à parler pendant le conseil municipal. Merci. Donc, je reprends ma réponse. Je vous dis, et vous le savez pertinemment, que quand un dossier est à l'instruction, je n'ai pas le droit de communiquer dessus. Donc, quand le dossier sera revenu de l'instruction et qu'il aura été soit approuvé, soit rejeté, on pourra communiquer dessus. Un dossier en instruction en urbanisme n'est pas communicable, et vous le savez très bien. Donc je ne peux pas vous donner aujourd'hui de documents, mais si la loi oblige à une étude d'impact, il y aura une étude d'impact, évidemment, sinon le permis serait rejeté par le contrôle de légalité. Faut aussi retirer cette petite musique que vous essayez d'insinuer en permanence, qui est de dire qu'on fait des choses qui ne sont pas légales. Il y a des autorités qui sont supérieures à nous et qui contrôlent les actes que nous faisons. Si les actes sont validés, c'est qu'ils sont légaux. Point à la ligne. Voilà, c'est ma réponse. Votre deuxième question, s'il vous plaît.
Depuis peu, Saint-Pathu n'a plus de marché les dimanches. Nous pensons que Saint-Pathu mérite un vrai marché. Que comptez-vous faire pour y remédier? Alors ça, c'est une bonne question. On va refaire un petit peu l'historique. C'est qu'effectivement, il y a eu un marché sur cette place qui avait été monté par nos prédécesseurs en 2008, qu'on avait d'ailleurs continué à faire vivre, et qui malheureusement, alors dans nos communes, a tendance à disparaître. Hein. On peut regarder celui du Plessis-Belleville qui s'est cassé aussi la figure, celui d'Agnissel qui n'a jamais pris, etc., etc. La difficulté, c'est de faire perdurer ces marchés. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on veut que ce soit un marché sur lequel on puisse faire de la publicité, qui soit encadré, qui soit légal, ça nécessite des gros investissements. Parce que vous savez que sur un marché, on est obligé d'avoir, et c'est normal, hein, ça fait partie des conditions de travail, je ne juge pas de la chose, je vous dis simplement ce qu'il faut. Des toilettes publiques, il faut des bornes à eau, des bornes d'électricité, il faut un régisseur pour percevoir le droit de place, il faut une entreprise pour nettoyer derrière et ramasser, etc. Donc, un vrai marché pour qu'il tourne et qu'il soit attractif, c'est une grosse machine. La difficulté qu'il y a, c'est que dans nos communes, il n'y a généralement pas suffisamment de potentiel de clients. Mais c'est exactement la même chose que pour les commerces fixes. Aujourd'hui, ces 2 dernières années, on a ouvert, et qui tiennent, et qui perdurent, et j'en suis parfaitement content, 6 nouveaux commerces. Donc ça veut dire que quand on veut des services et quand on veut des commerces, les commerçants, ils ont besoin que d'une seule chose, les clients. Et donc s'il n'y a pas beaucoup de clients, voire pas beaucoup de population, il n'y a pas de commerce. Donc par exemple, dire, mais c'est le choix que vous avez fait et ça ne me gênait pas à l'époque, hein, c'était votre choix, dire il faut plus de commerce et en même temps dire qu'il faut arrêter de construire, il y a un peu un antinomisme qui ne fonctionne pas. Mais bon, ça c'est un simple constat. Alors par contre, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous mets même le challenge dans les mains. C'est-à-dire que si vous voulez travailler à la renaissance de notre marché, il n'y a aucun souci, je vous confie la mission. Vous êtes conseillère municipale, vous pouvez très bien travailler dessus, nous demander assistance, enfin, on sera derrière vous, il n'y a pas de souci, on ne dira pas que c'est nous qui l'avons fait, ne vous inquiétez pas, on ne se reprendra pas ça sur le compte si vous y arrivez. Donc je vous confie la mission, voilà, je vous renvoie à la question. Si vous souhaitez vous en occuper, eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous donne la mission. Alors, les questions du public. Donc on en a eu 3 dans les questions par écrit. Je vous donne lecture et puis je vous donne les réponses que j'ai préparées. Donc une question à M. Benjamin Régnier. Bonsoir, avez-vous déposé un dossier pour demander la possibilité de mise en place du repas à 1 € pour les revenus modestes? De plus, vous êtes vous renseigné sur le goûter à 1 pour les enfants. Donc, alors, la difficulté, c'est que oui, on a fait la demande, puisqu'on avait déjà une autre maman qui nous avait posé la question. Donc, la commune n'est pas éligible. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, hein, elle n'est pas éligible, on a posé la question, on ne peut pas y avoir accès. Et alors, en plus de ça, ça aurait été une fausse proposition et une fausse bonne idée, parce que c'est un piège. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'État prendrait en charge 2,50 € pendant 3 ans et obligerait à figer le prix à 1 €. Donc, dans notre quotient familial, pour les gens qui étaient les 4 premières catégories jusqu'à 3,50 €, c'est valable. Pour tous les autres derrière, qui sont à 4, 4,50 € en fonction des revenus, on parle, hein, les catégories qui sont au-delà de 4,50 €, c'est les revenus qui sont au-delà de 50 000 € par an. Donc, imposables, je parle. Ces gens-là, on aurait été obligé de les figer à 3,50 € et ça aurait été à la collectivité de prendre en charge les 1 € ou 1,50 € supplémentaires. Donc, malheureusement, c'est pas possible et ça n'aurait pas été possible. Je rappelle, donc on fera une petite communication là-dessus, je rappelle qu'aujourd'hui, le prix qui est demandé aux parents, même le prix le plus élevé, c'est-à-dire pour les catégories qui sont dans le haut, correspond à peu près à la moitié du coût. C'est-à-dire qu'un repas en cantine, quand on met tout dedans, le personnel, enfin les frais de personnel, les frais de bâtiment, évidemment la nourriture, les investissements, les charges de bâtiment, etc., on est à 9,90 €, presque 10 €. Donc quand on demande 4,50 € aux parents, il faut savoir que les autres habitants, par leurs impôts, ceux qui n'ont plus d'enfants dans les écoles, participent aussi
au prix de la cantine. Alors ça s'appelle la société. Hein. La société, c'est on met tout en commun et on redistribue. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne comme ça, on est tout à fait pour, mais il faut en avoir bien conscience. Quand on dit oui, le prix est cher, le prix est cher, non, il faut aller regarder ce que coûtent les choses, analyser ce que coûtent les choses. Après, effectivement, on a le droit de ne pas être d'accord avec les décisions qu'on prend ou avec la politique qu'on mène, mais il faut parler des choses que l'on connaît. Donc voilà. Alors par contre, on a eu une réunion hier au Salon des maires avec notre présidente de région. Il y a un dispositif qui est en train d'être préparé par la région et on va se pencher dessus pour que les surcoûts que nous avons, nous, puisque tous ces chiffres-là on les a, que ce soit en surcoût de nourriture par notre prestataire, puisqu'il va nous réévaluer le prix du marché, ça paraît évident, et puis les coûts supplémentaires en électricité, chauffage, frais de personnel, etc. Il semblerait qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place pour que ce soit la région qui prenne le delta. Ce qui nous permettrait, alors on n'augmentera pas le prix des cantines, mais au lieu de le prendre sur le budget communal, d'avoir un petit coup de main de nos instances pour limiter la casse. Alors, une question de monsieur Florian Schneider, de rue Jules Renard, Civilité Mimosa. Monsieur le maire, nous, les résidents de la résidence Mimosa, située rue Jules Renard, vous ont informé à plusieurs reprises depuis le mois de mai de nombreuses incivilités que nous subissons, soit en de drogue, détention volontaire. Nos courriers et notre pétition sont restés sans réponse jusqu'alors. Avez-vous bien pris connaissance de ces derniers? Si c'est le cas, quelles sont les dispositions prises par la mairie pour mettre la sécurité de l'ensemble des habitants de la commune vis-à-vis de ce genre de situation? Alors, on a déjà corrigé les choses, c'est faux, qu'ils n'ont pas été entendus, puisqu'il y a eu un premier rendez-vous le 3 mars avec 4 représentants des habitants et un autre le 24 octobre, et il y a eu une réponse à une habitante qui a été boîtée à tous les habitants en leur disant qu'effectivement, on avait bien pris, qu'on avait eu une réunion avec la brigade de gendarmerie, avec le bailleur social, etc. Donc, les choses, on les a faites. Ce qui s'est passé, c'est parfois sur ce genre de choses, des choses que je connais mais que je ne peux pas communiquer. Évidemment, je ne vais pas vous dire que quand il y a un trafic qui s'installe à un endroit, on a planté des larmes, on fait de la surveillance, qu'on essaye de matérialiser le truc pour leur tomber dessus après et avoir suffisamment de cartouches pour s'en débarrasser. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, puisque pour ceux qui se circulent le dimanche dans notre belle commune, vous avez bien vu un dimanche de, je ne sais plus quand est-ce que c'était, une vingtaine de gendarmes débouler et faire des perquisitions, et celui qui était appelé le Colombien est parti pour 18 mois à Londres, puisqu'il avait un peu de sursis sur la tête. Donc voilà, les choses elles sont faites, et ça prend parfois du temps. C'est des choses sur lesquelles parfois on ne peut pas communiquer, mais sachez que quand vous nous informez de choses comme ça, on ne reste pas les bras croisés. Après, on est dans un état de droit, et on est aussi obligé de travailler avec les règles de notre état de droit. Et puis la dernière question, c'était une question de M. Michael Roussy. Alors encore, c'était sur les projets immobiliers, donc je ne vais pas répondre là-dessus. Je vais juste répondre s'il me posait une question sur celui de la Poste. Oui, effectivement, sur celui de la Poste, il y a aussi un projet, puisque aujourd'hui, on a notre police municipale qui est en développement, et les locaux sont trop petits, les locaux de mairie sont aussi trop petits, et le bâtiment que l'on loue à la Poste est vraiment vétuste, encore plus que celui-ci. Et donc l'idée, c'est de se faire payer par le promoteur qui mettra des logements sociaux au-dessus. Ce sera un bâtiment comme celui à côté, hein, rien ne change, de conserver le rez-de-chaussée pour y mettre une police municipale toute neuve, et puis des locaux de mairie. On conservera la Poste, puisque je l'ai vu aussi au salon hier, la direction générale de la Poste, qu'on va reloger ailleurs et qui restera ailleurs le temps de... par la suite, parce que c'est difficile de faire deux déménagements. Voilà. Mais on garde l'équipement et on développe les équipements pour la commune, parce que, au bout d'un moment, les locaux sont un peu à l'étroit. Voilà, donc je n'ai pas reçu d'autres questions pour ce conseil. Merci beaucoup, je vais lever la séance. Le prochain conseil aura lieu normalement à la mi-décembre, juste avant les vacances. Voilà, merci de votre attention et au prochain conseil.